avant de commencer, mes plus plates excuses, puisque ça fait 2 semaines que je fais des cours et je me suis totalement défoncé la voix. Donc j'ai essayé de prendre un grog, du rhum, du thym, du miel. Alors c'est pas mal qu'on soit en petit comité parce que du coup j'aurais pas trop à crier. Je vais essayer de… Si jamais vous entendez pas, faites-moi un signe. N'hésitez pas à me faire un signe que je parle pas assez fort, mais je vais essayer de porter la voix. Qui me connaît pas? Ok, je m'appelle Nicolas Galita, je travaille dans une boîte qui s'appelle maintenant l'École du recrutement. D'ailleurs, si vous nous rejoignez sur YouTube et que vous nous suivez que depuis YouTube, ça a changé, la marque a changé, on n'est plus Link Humans mais l'École du recrutement. Et donc, comment je suis arrivé, je vais vous raconter qui je suis après comment je suis arrivé à l'École du recrutement. Donc, Nicolas Galita, à l'origine, mon focus était plutôt les startups, l'entrepreneuriat. J'avais fait un master en rapport et je me suis rendu compte que, alors j'ai une constatation que plein de gens font, qui est les startups de mon école avaient du mal à trouver non pas de l'argent, mais à trouver des développeurs. Ce qui était un truc assez étonnant pour moi parce que j'appartiens à non pas la génération Y, mais la génération chômage. Et donc je ne connaissais pas le métier pénurique. Moi, à chaque fois que je me suis levé, le chômage avait augmenté. C'est en train de changer un peu maintenant, j'ai 30 ans, ça commence à changer. Mais jusqu'à mes 28 ans, chaque fois que je me suis levé, le chômage avait augmenté. Donc je me suis intéressé au truc. J'ai monté à l'époque un cabinet de recrutement spécialisé pour les développeurs. Je vous passe l'histoire. J'ai monté un blog qui s'appelait Les Sourceurs où je partageais, en gros, je volais les techniques des Américains, je traduisais en français, les gens disaient que j'étais génial. C'était pas mal comme occupation. Et puis Laurent Brouat m'a trouvé, m'a débauché dans ma propre boîte. Voilà comment c'est passé. Et aujourd'hui, du coup, maintenant, je suis à l'école du recrutement. Alors, qui on est? On a plusieurs activités. Notre croyance, c'est que le recrutement mérite son école. Et comme on a cette croyance, on se dit que non pas qu'on va changer le monde et qu'on va changer le recrutement, mais qu'on peut être l'étincelle qui va changer le cercle. Donc l'idée, c'est d'impulser le mouvement. Comment on l'impulse? On a un blog gratuit où on partage plein de connaissances. C'est le partage qu'on fait à la communauté. On a de la formation, donc sous 2 manières, parce que je pense que si on veut rendre de la fierté à un métier qui est pas mal dévalorisé, et à la base, c'est pour ça que j'avais appelé ça le réveil du recrutement. Alors, il faut se mettre dans le contexte. Quand je lance le réveil du recrutement, va sortir la même année le réveil de la force. Et je me dis, ça va être génial. Bon, depuis, c'était devenu nul. Donc, je me suis dit, le réveil de la force, le réveil du recrutement, ça va devenir un classique. Tout le monde saura qu'on va dire, comme quand on dit, si j'avais dit le recrutement contre-attaque, tout le monde comprend, même sans être de Star Wars. Malheureusement, le film a fait un flop. Bref, j'avais lancé en me disant il n'y avait pas assez de fierté dans ce milieu, les gens baissaient la tête, et donc voilà, on va se réveiller. Le recrutement va se réveiller. Et comment on le réveille? En donnant de l'enseignement, en donnant aux gens, je pense que par l'éducation, on devient fier de ce qu'on est. Et donc on a 2 manières d'éduquer les gens, enfin d'enseigner. On a un parcours qui s'appelle le parcours. On est très simple chez nous, l'école du recrutement, le parcours. Dans le parcours, c'est une sorte de Netflix du recrutement où donc vous pouvez vous avez 30 heures de vidéos. Alors tout divisé en petites vidéos parce qu'on se dit un recruteur, une recruteuse, elle n'a pas forcément une demi-heure devant elle ou devant lui. Peut-être qu'il a juste 3 minutes. Donc en fait, en fonction de votre temps, vous modulez. Donc ça, c'est le produit principal qu'on vend à des professionnels, à des recruteurs qui sont déjà en poste. Et puis un jour, j'en ai eu marre de parler à des adultes et je me suis dit, enfin à des gens plutôt en poste, et je me suis dit, c'est mieux d'endoctriner des gens plus jeunes, des cerveaux malléables, et donc on a lancé l'école du recrutement pour les étudiants. Donc c'est un parcours en alternance. D'ailleurs, levez la main les étudiants du parcours. Voilà, il y a quelques étudiants qui sont ici. Ils sont tous au fond. Ouais. Et en vrai, mon rêve secret, c'était de lancer des maisons comme Harry Potter. Donc en fait, il y a 4 maisons comme Harry Potter. Bref, j'ai réalisé mes rêves grâce à cette école. Et la dernière option, c'est qu'on fait des événements. Donc on fait plein d'événements parce que je pense que pour donner de la fierté à une communauté, il ne faut pas juste un gourou qui descend. Il faut aussi se dire que personne ne viendra nous sauver et que c'est à nous de nous prendre en main. D'ailleurs, je vois Benjamin qui est ici, qui œuvre pour ça parce qu'il a un Slack qui s'appelle Recruiter Kitchen, que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Dans Recruiter Kitchen, en fait, les gens discutent. Il y a plein d'échanges, plein de trucs qui se passent. Et c'est ça que je suis jamais autant heureux que quand je vois ça. Des recruteurs qui interagissent, des recruteuses qui interagissent, qui se prennent en main. Et donc, on a aussi des événements, notamment Trou Paris et La Source, qui sont des événements, en gros, Trou Paris, alors il y en a aussi à Paris, à Lyon, à Nantes, bref, dans toutes les régions. C'est un événement, il n'y a pas de speaker, pas de slide, pas de badge, tout le monde en rond, il y a plein de sujets en même temps, vous débattez. C'est nuit debout, sans les gens sales. On va couper ça au montage, mais c'est nuit debout sans les gens sales. Voilà, ce qui m'amène maintenant à mon sujet qui est comment on recrute chez nous. L'idée, c'est que
À chaque fois que je parle de recrutement chez nous, que je montre le document en interne, je vois que les gens sont fascinés, ils me posent des questions. Il est arrivé plein de fois où je fais une formation chez un client qui n'a aucun rapport, et d'un coup je parle de chez nous, et il me pose plein de questions. Donc je me suis dit, bah, ça intéresse les gens, peut-être on va en faire une conférence filmée. Et parce que en fait, on est notre propre cobaye. Il faut savoir qu'on est une petite boîte et qu'on a évolué au cours du temps et qu'on a eu nos propres enjeux. Je vous en parlais, hein, mais on a beau enseigner le recrutement, on avait plein de conneries que je vais vous raconter. Et avertissement, il ne s'agit en aucun cas de vous faire descendre la vérité. D'accord ? Je me suis livré à une expérience qui est plutôt une expérience de décortication. Voilà, on va disséquer notre recrutement. Il n'est pas du tout parfait. Il y a plein de choses à critiquer. D'ailleurs, je vous inviterai à la fin à me donner vos avis. Ça m'arrange, moi, si on peut améliorer notre process. Mais c'est l'idée, ça peut peut-être vous inspirer dans vos pratiques. La première chose qui m'a choqué en préparant ce talk, c'est que chez nous, comme dans beaucoup d'entreprises, le sourcing est une boîte noire. Mais vraiment, j'ai demandé à chaque personne, à part la personne qui fait du sourcing, de me dire comment se passait le sourcing chez nous. Personne n'était foutu de me répondre. Personne ne sait comment on source chez nous. Et on reviendra sur ce que ça veut dire du sourcing et pourquoi les sourceurs ont tendance à jamais se marketer et pourquoi les personnalités qui sont douées en sourcing sont souvent pas douées pour faire partager parce que pour plein de raisons, les gens ne valorisent pas, j'ai l'impression que c'est pas un truc si important que ça, bref, on y reviendra, mais même chez nous, qui pourtant avons un slogan qui est honte à ceux qui dévalorisent le sourcing, eh ben chez nous, le sourcing est une boîte noire, totale. Alors j'ai quand même décortiqué et je me suis rendu compte que le canal le plus efficace, c'était le réseau du fondateur. Donc le réseau de Laurent Brouat. D'ailleurs, moi, je suis arrivé comme ça, il est venu m'a débauché. Il y a bien 7-8 personnes qui sont arrivées comme ça. C'est un canal qui marche hyper bien chez nous et qui a un gros taux de rétention. Et ce qui est logique, parce qu'au début, vous montez une boîte, eh ben, vous commencez par embaucher les gens que vous connaissez. Deuxième gros canal de sourcing chez nous, c'est nos utilisateurs. Je vous ai dit, on a un parcours d'enseignement, de recrutement. Et donc, en fait, il y a au moins 3 personnes, dont Nina qui est ici, qui en fait, à la base, étaient des clientes, des utilisatrices qui ont suivi notre parcours et qui de mieux que quelqu'un qui a suivi le produit pour ensuite le vendre. Donc pareil, c'est un gros canal. Et à votre avis, la cooptation, est-ce que chez nous, c'est un bon canal ou un mauvais canal? Un bon canal. Qui pense que c'est un bon canal? Qui pense que c'est un mauvais canal? Le reste s'abstient. Chez nous, c'est le pire canal de recrutement. Alors, je ne suis pas capable de l'expliquer. Sur 8 personnes cooptées, 6 personnes ont quitté la boîte avant la fin de la période d'essai. C'est un canal catastrophique. Je ne me l'explique pas, je ne sais pas si c'est un hasard, je sais pas, surtout qu'en plus on n'arrête pas de dire nous-mêmes, on est le premier à dire que la cooptation ça permet d'augmenter la rétention, etc. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. La cooptation est le canal catastrophique. Les annonces, c'est dur à dire parce que souvent c'est un mélange des deux. Souvent, par exemple Nina, à la fois elle est utilisatrice, mais à la fois elle a vu l'annonce. Il y a plein de gens comme ça, à la fois c'est le réseau de Laurent, mais à la fois ils ont vu l'annonce. Donc l'annonce en général ne nous amène pas de personnes nouvelles, mais elles nous font quand même découvrir des choses. Donc je ne cracherai pas sur l'annonce. Et on est un sourceur externe. On a appelé un sourceur externe pour nous aider à sourcer des commerciaux. Et comme je vous disais, je ne sais pas actuellement, là, au jour d'aujourd'hui, je serais infoutu de vous dire qui source, j'imagine Laurent, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des gens dans le pipe. C'est un truc, moi en tant que manager, qu'opérationnel, parce que je ne suis pas recruteur dans la boîte, je suis plutôt du côté opérationnel, je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe côté sourcing. Les trucs arrivent. Point. Et quand ça n'arrive plus, je fais la danse de la pluie. Mais sinon, les trucs arrivent. Alors par contre, chose que je sais quand même, c'est que chaque besoin déclenche une scorecard. Est-ce que tout le monde a déjà entendu parler d'une scorecard? Non? La scorecard, c'est un concept qu'on a appris dans un livre qui s'appelle Who, The Hay Method for Hiring, qui vous dit, plutôt que de faire une fiche de poste brutale, vous allez mélanger déjà à la fois des éléments culturels et des éléments fonctionnels. Et surtout, vous allez dire ce que vous attendez de la personne. Plutôt que de faire une liste de courses, dire directement les résultats. Là, je vous mets par exemple la scorecard responsable contenu, qui a fait venir Aurélien ici. Donc, on écrit la scorecard, responsable contenu, mission. Il s'agit de la personne qui va travailler avec Nicolas sur la production, la création de contenu sur tous nos produits, mais elle ira encore plus loin puisqu'elle travaillera sur notre parcours en ligne avec la réflexion pédagogique, évaluation, contenu, ainsi que l'enseignement pour les étudiants. Donc ça, c'est la mission. On décrit en 3-4 phrases
quelle est la mission de la personne, parce qu'en fait, mine de rien, un commercial chez vous, ce n'est pas exactement comme un commercial chez quelqu'un d'autre. Un marketeur chez vous, une marketeuse chez vous, ce n'est pas exactement comme un marketeur chez quelqu'un d'autre. Donc on donne justement la particularité du poste chez nous. Une fois qu'on a fait ça, on liste les résultats attendus. Et on essaye dans les résultats attendus de… Alors là, ça n'a pas fait parfaitement, mais normalement, on essaye à chaque fois de donner des chiffres. Donc soit des chiffres des pourcentages, soit des durées. Dire il va faire ça en tant de temps. Donc on résume les résultats qu'on attend. Et à la fin seulement, de tout ce qu'on vient de dire, on déduit les compétences qu'on attend. Ce qui permet d'avoir normalement des compétences tournées résultats, orientées résultats dès le début. Plutôt que de dire on attend un nageur qui fasse tant de kilos, qui ait telle pointure, etc. Non, on dit on veut un nageur qui, dans 4 ans, sera capable de faire médaille bronze aux Jeux Olympiques. C'est la différence d'état d'esprit par rapport à une fiche de poste. C'est la différence fondamentale. Pareil, scorecard marketing, qui est le poste de Nina aujourd'hui, on le définit de manière très particulière chez nous. Le marketing chez nous, c'est il faut être capable d'automatiser la fonction commerciale. Dans un monde parfait, le marketing est tellement puissant qu'on peut virer les commerciaux. Ça, c'est notre définition. Alors, c'est un idéal, hein, ça ne veut pas dire que vraiment on vire les commerciaux. Mais ça vous donne une idée d'un marketing qui est orienté vente par rapport à d'autres boîtes où le marketing serait plus orienté branding. Et pareil, les résultats. Alors là, elle est bien faite, c'est moi qui l'ai faite. Il y a des chiffres. Par son action, multiplier le revenu par 1,5 en un an. Pouvoir segmenter la base en 2 mois. Créer une marque en 4 mois, etc., etc. Donc, on donne des vrais chiffres et après, on déduit les compétences. La précale chez nous, pareil, je ne suis pas foutu de vous dire ce qu'il y a en précale. Comme c'est le sourceur qui fait, je ne sais pas ce qui se passe en précale. J'ai parlé avec Nina qui me disait, elle ne sait pas non plus, et qu'apparemment, peut-être qu'il y a un problème parce qu'on ne vend pas la bonne chose et les gens, du coup, ils ne disent pas le bon truc. Je ne peux pas vous dire si la précale est bien faite ou mal faite, puisqu'elle ne me revient pas. On ne me la markete pas. J'imagine qu'on teste le salaire de la personne, qu'on essaye de la draguer un peu. Bref, je ne vais pas dire de conneries, j'en sais rien en fait. Vous irez voir Laurent Bourreau il est là-bas, à la fin du talk. Autre truc qu'on a fait, et que je trouve qu'on devrait faire plus souvent, on l'a fait qu'une fois, mais en fait, à refaire, je pense qu'on aurait dû le faire tout le temps. Dès le début et qu'on n'aurait jamais dû arrêter de le faire. C'est un moment, on s'est tous posé la question, et on s'est dit, à votre avis, quels sont les prochains recrutements à faire? Donc tout le monde écrit sur un post-it tous les recrutements qu'il pense qu'on doit faire. Ça nous a fait plein de post-it. Et après, on a dit aux gens, votez, classez de 1 à 5, à votre avis, l'ordre de priorité. Et une fois qu'on a fait ça, on a calculé, du coup, quel était le prochain recrutement, puis le deuxième, puis le troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Une forme de GPEC, en mode plus rapide. Ça, c'était hyper cool parce qu'on s'est rendu compte, en fait, il y a des besoins. Typiquement, on a décidé de ne pas embaucher de gens à la vidéo. Parce que c'était un besoin. Moi, ça me paraissait prioritaire d'embaucher quelqu'un, mais en discutant avec les gens, c'est pas que c'est pas important, c'est qu'il y avait tellement d'autres postes sur le feu qu'on a embauché d'autres personnes, des commerciaux, responsables d'école, etc., etc. Donc c'est bien que tout le monde confronte, et ça aussi, ça responsabilise le manager. Le manager, Nicolas Galita, quand il se rend compte qu'en fait, les autres managers ont des besoins plus urgents, il se dit « Ok, mon besoin de vidéo, on verra. On va prendre des freelances en attendant, et puis on verra. » Donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette démarche, et je pense qu'on devrait le faire plus souvent. Alors, ça amène au point suivant. Ça, vous m'entendez? J'ai l'impression de parler tellement doucement, parce que je parle tellement fort d'habitude. Le point suivant, c'est l'évaluation. Alors, l'évaluation, pendant longtemps, on ne savait pas comment faire. Moi, pendant longtemps, qui aime l'entretien? Qui aime faire des entretiens? Qui trouve que c'est une discipline qu'il apprécie? Qui n'aime pas faire des entretiens? Ah, sourceur. Moi, je suis comme Benjamin. Je détestais ça. Et je détestais ça parce que j'avais pas de méthode. Je voyais les gens autour de moi me dire oui, moi j'ai le feeling avec les gens. Pendant 1 an, j'ai cru. Après, j'ai vu que non, personne n'a le feeling, personne n'est mentaliste. Donc en vrai, les gens… Et pire que ça, plus quelqu'un vous dit qu'il a le feeling, et plus il est escrocable. Je suis le genre de personne qui est capable de rentrer dans n'importe quel poste. Tu me laisses 1 semaine pour réviser un poste, je rentre dans n'importe quelle boîte. Après, je me fais virer dans 2 jours, mais je peux rentrer dans n'importe quel poste. En tout cas, avec un entretien au feeling. Ce qui serait moins le cas avec un entretien structuré. Donc, entretien structuré, je ne vous refais pas la définition, on l'a fait la semaine dernière. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez jamais vue. Mais en gros, en très gros résumé, souvent les gens pensent que le plus important dans l'entretien structuré, c'est le guide de questions. Pas du tout. Le plus important dans l'entretien structuré, c'est les critères.
c'est de définir, la méthode de l'entretien structuré vous pousse à définir des critères objectifs avec une méthode qui s'appelle les incidents critiques en vous demandant qu'est-ce qui ferait que quelqu'un surperforme ou sous-performe particulièrement à ce poste et vous dites à votre manager, raconte-moi une vraie histoire que tu connais. Donc tu es capable de me dire le prénom de la personne, ils ne sont pas garder le prénom, mais tu es capable de me dire, ok, qu'est-ce qui a fait qu'il ou elle a échoué. Ça permet d'avoir des vrais incidents critiques, ça ne peut pas être, il n'avait pas un diplôme HEC, donc il a échoué. Donc vous avez de vraies choses qui se passent et vous en déduisez vos critères. Une fois que vous avez vos critères, effectivement, il faut poser un guide de questions et chaque question doit évaluer un critère. C'est ça la force de l'entretien structuré, c'est que du coup, vous ne posez plus des questions au hasard. Vous savez que pour chaque critère, il vous faut au moins 2 questions et que chaque question va évaluer un seul critère. Donc ça ne peut pas être donne-moi 3 défauts et 3 qualités. Ça n'évalue aucun critère, ça. Ou alors ça en évalue 6. Autre chose à avoir en tête chez nous, on a 4 entretiens. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était. Moi, je suis rentré comme ça, j'ai dit à Laurent, viens, on prend un Starbucks. J'ai dit, je suis chaud, il m'a dit, t'es chaud, vas-y, on rentre. Le premier recrutement de cette boîte, c'était comme ça. C'était chaud, ok. Jusqu'à. Même Nina, t'es rentré comme ça, non? T'as fait un entretien? Je suis rentré comme ça. Enfin, avec un déjeuner avec Marion. Voilà, au début, les gens, ils rentraient sur des. On s'est tapé dans la main. Exactement. Et je suis arrivée. Au début, les gens chez nous, on déjeunait avec eux, tape là, vas-y, viens chez nous. Quand on a commencé à avoir nos premiers échecs de recrutement, on s'est dit, ah, ce serait peut-être intéressant de structurer cette fonction, surtout qu'on l'enseigne. Et donc, on a mis en place 4 entretiens, 2 entretiens de recrutement et 2 entretiens d'évaluation. Quelle est la différence entre les deux? L'entretien de recrutement, c'est un entretien où je te donne envie de venir. L'entretien d'évaluation, c'est un entretien où, comme son nom l'indique, Merci de suivre et de ne pas me laisser dans le vent. Le temps total, en général, pour faire tout ça, c'est 2 semaines. Grand max, voire 10 jours. On essaye de faire les 4 entretiens très rapidement et très collés les uns aux autres pour justement pas que la personne, elle poirote, c'est hyper chiant. On lui dit dès le début qu'il y aura 4 entretiens, comme ça, il n'y a pas ce côté de, tu sais, quand tu es à la file d'attente et que tu attends ton métro et que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver parce qu'il y a marqué plus sur le… Voilà. Histoire très parisienne, désolé les gens qui ne sont pas prêts. Bref, comme quand tu attends un rencard et que en fait, tu ne sais pas à quelle heure il arrive parce qu'il est en retard et ne te dit pas à quelle heure il arrive. Et dans ce cas-là, attendre un quart d'heure, c'est hyper long parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Donc on dit aux gens combien de temps ça va, combien d'entretiens il y a et surtout, les rôles sont scindés et indépendants. Alors ça, c'est pas forcément un truc que je dirais, je vous dirais pas de le faire forcément dans votre boîte. Nous, on l'a fait parce que déjà, on est une petite structure et que ça permet de ne pas avoir à toujours se coordonner. Là, c'est un peu comme une équipe de foot, tout le monde sait qui est en attaque, qui est en défense, qui est au milieu, qui est gardien. Il ne peut pas y avoir de couac, chacun sait quel est son rôle. Typiquement, entretien de découverte. Entretien de découverte, traditionnellement, c'était Laurent qui le faisait, maintenant c'est Nina qui le fait. L'entretien de découverte, il sert à draguer la personne. Donc on se drague mutuellement, on se donne envie de venir. Généralement, après cet entretien, surtout quand c'est avec Laurent, les gens me disent « j'ai rien compris, mais ça a l'air génial ». Donc l'idée c'est ça, c'est quand il y a ça qui est fait, il y a au moins 80% du travail qui est fait. C'est la personne elle est chaude. Ça sert à la motiver pour aller jusqu'au bout du process. Et nous aussi nous donner envie. On fait un petit début d'évaluation et maintenant il y a même une trame, parce que maintenant c'est Nina qui fait les entretiens de découverte et donc elle le fait en 4 parties. Partie 1, découverte de la personne et son parcours. Partie 2, commencer déjà à parler un peu de culture. Partie 3, parler un peu du poste. Et partie 4, dis-moi ce que tu veux. Ça permet déjà d'avoir un petit début d'évaluation de chaque chose pour ensuite la dispatcher. Puisqu'en fait, alors je vais peut-être commencer par là, c'est peut-être plus simple à suivre. Quand je dis qu'il y a 4 entretiens, je vais les lister. Il y a un entretien de découverte, un entretien fonctionnel, métier, un entretien culturel et un entretien d'embauche, qui est une formalité où on signe le salaire, etc. Donc là, on est à l'entretien de découverte et elle commence déjà à faire l'amorce pour le culturel et pour le fonctionnel. Donc, arrive ensuite, si la personne passe l'entretien, un entretien fonctionnel. L'entretien fonctionnel, il est fait avec le manager ou la personne qui a fait le poste. Pendant cet entretien, donc, il y a un guide de questions. Le but, c'est vraiment d'évaluer des compétences uniquement métiers. Vraiment, on évalue. Quand je vous dis que les rôles sont scindés et indépendants, la personne qui fait ça n'a pas à évaluer la culture. Ou, pour parler en langage moderne maintenant, les soft skills. Je déteste ce terme. Comme s'il fallait dire en anglais la personnalité. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de dire en anglais personnalité.
Elle n'a pas trait à la personnalité. Elle ne s'attache que à est-ce que c'est un bon ou une bonne commerciale? Est-ce que c'est un bon ou une bonne marketeuse? Donc l'entretien vraiment fonctionnel, il ne sert qu'à ça. Et on finit avec, enfin en tout cas pour l'entretien d'évaluation, on finit avec un entretien culturel, qui est donc avec moi. L'entretien culturel, l'idée c'est d'évaluer la personne sur à quel point elle est en adéquation avec la culture, et on a un document qui s'appelle les 10 commandements, qui définit les 10 valeurs chez nous. Donc il y a apprendre, apprendre, toujours apprendre, il y a la démocratie ne fonctionne pas en interne, il y a, chez nous c'est une dictature, et il y a il vaut mieux s'excuser que demander la permission, il y a 10 les choses, c'est une dictature par contre tout le monde a la parole. Bref, plein de choses comme ça, et du coup on va évaluer à quel point la personne est en adéquation avec les valeurs, et je commence déjà à lui présenter la culture. À la fin, je prends une demi-heure pour lui dire « Ok, la culture c'est comme ça, voici pourquoi on a créé ce commandement », lui expliquer les points négatifs. La dernière demi-heure, c'est « Ne viens pas ». Morgane en est témoin, la dernière que j'ai faite c'était avec Morgane, je lui ai dit « Ne viens pas ». Voilà, elle est quand même venue. Et je t'explique pourquoi il ne faut pas venir. Et l'idée c'est que la personne puisse se positionner et qu'il n'y ait pas le truc déceptif de on m'a vendu un truc et c'est pas la même chose à la fin. Même si c'est une culture qui est tellement intense que de toute façon même de l'extérieur, même si je te le dis, c'est dur à comprendre. Autre point que j'ai pas mis, on envoie systématiquement le guide de questions 1 heure avant à la personne. Donc la personne sait quel est le guide de questions. Alors je ne lui mets pas les critères sur lesquels j'évalue. Donc j'envoie le guide de questions, mais j'enlève les critères sur lesquels je vais l'évaluer. Juste j'envoie les questions pour qu'elle puisse être dans les meilleures conditions possibles pour préparer l'entretien. Alors il faut qu'on améliore ça parce que vu qu'on envoie 1 heure, les gens qui sont en moto, qui sont en indien, ils ne le voient pas. Mais c'est intéressant parce que du coup, comme l'entretien structuré, on pose que des questions comportementales et situationnelles, c'est-à-dire raconte-moi une fois où, ou alors imagine si tu devais, je sais pas, gérer un client en colère. C'est des questions qui en général sont inhabituelles. Elles déstabilisent souvent les candidats, non pas parce que c'est violent ou quoi, mais c'est parce que ah bah tiens, c'est pas l'habitude. Et donc le fait de mettre les questions, de leur donner avant, bah, ça leur permet de se préparer et de ne pas être surpris ou surprise. Le dernier entretien, c'est l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est une formalité. Souvent c'est avec Laurent. Parce qu'on se dit c'est quand même bien que la personne elle voit Laurent au bout d'un moment, c'est comme sa boîte le mec. Elles finissent par voir Laurent Bourrois et il parle de salaire, machin, de contrat, intégration, des détails techniques, etc. Je sais pas ce qu'il y a, j'en ai jamais fait. Moi j'ai fait, on m'a fait top là, je suis rentré. Point très important, je pense que c'est un des trucs qui a vraiment bouleversé notre recrutement, c'est de s'obliger à faire systématiquement des comptes rendus. Alors c'est simple à dire, mais c'est dur à faire, c'est pénible à faire, c'est éprouvant à faire, et ça a plein d'avantages. Et premièrement, déjà, il faut faire un compte rendu correct. Un compte rendu correct, c'est quoi? C'est un compte rendu où vous avez une décision claire. À chaque fois que j'ai enfreint la règle, ça a fait un problème de recrutement. La dernière fois, il y avait un recrutement, j'ai dit à Marion oui, mais je n'ai pas détaillé le cheminement de ma décision. Et comme je n'ai pas détaillé pourquoi je disais oui, en fait c'était un oui en galère. Je disais oui parce que je sentais qu'on était à poil, que c'était chaud, qu'il fallait un commercial, et j'ai dit oui, mais j'aurais dû dire non en fait. Et elle me repose la question plus tard, et je lui détaille, et je lui dis oui, mais en fait non. Elle me fait ah, mais en fait si tu m'avais dit ça, j'aurais dit non direct. Et finalement elle a dit non. Donc je vous invite déjà à avoir une décision claire, et 2, à détailler le pourquoi. Pareil, récemment, Nina fait le compte rendu et je lui dis c'est bizarre, pourquoi tu as un oui enthousiaste alors qu'elle n'a pas l'air de vouloir être commerciale. Donc là, elle m'explique. Je dis non, je pense pas qu'elle va être commerciale, alors le CR est mal écrit, le compte rendu est mal écrit. On se voit en face à face et elle me dit ok, après débriefing avec Nico, en fait c'est no go. Donc ça aide aussi à avoir un avis extérieur, surtout que dans nos entretiens, comme je vous ai dit, on a scindé les rôles, donc il n'y a qu'une seule personne à la fois. Il pourrait y avoir 2 personnes. On a choisi d'avoir une seule personne à la fois. Et donc, pour aider les gens à voir ce qui s'est passé, vu qu'on ne va pas mettre une caméra et filmer les gens, il faut que le compte rendu soit clair. Et on met tous les comptes rendus dans un seul document. On ne peut pas document 1, document 2, document 3, document 4. Tous les comptes rendus et même la précale, tout est dans le même document à la suite. Donc chaque personne met à la suite, à la suite, à la suite, à la suite, ce qui permet après de revoir ce qui s'est passé. Et l'autre intérêt de... Alors je vous le dirai après. Et tout ça est publié dans un channel Slack dédié. Tout le monde voit ce que c'est Slack? Sûr? Donc tout ça est dans un channel dédié. Alors ça c'est très frais, c'est Nina hier ça. Donc qui fait un compte rendu. Et en fait, il y a plein d'intérêts à le faire dans un channel dédié. C'est que déjà les gens, quand ils voient le channel s'ouvrir, ils savent de quoi on parle.
En plus de ça, ils vont se discuter, débattre les uns avec les autres. Et ça donne l'exemple, en fait. Comme les gens ils mettent des comptes rendus, les gens ont envie de faire des comptes rendus. Là, je vous ai mis un extrait du compte rendu de Nina, alors qui est particulièrement bien fait, parce qu'en plus de ça, elle a rajouté un truc qu'on ne faisait pas, c'est elle a mis une note sur chaque critère, ce qu'on est censé faire normalement dans la méthode de l'entretien structuré. Donc là, elle a mis apprendre, apprendre, toujours apprendre, donc c'est une de nos valeurs, elle a mis 5 sur 5. Après, il y avait, bon, elle a détaillé sur les questions, il y avait dit les choses, elle a mis 3 sur 5. Il y avait il vaut mieux s'excuser, elle a mis 1 sur 5, elle a détaillé pourquoi. Et à la fin, elle a mis oui enthousiaste. Vous voyez, décision claire avec des notes pour chaque critère. Ça, c'est le best du best de ce qu'on peut avoir. Ça va toujours? Ma voix, ça va encore? Alors, partie suivante. Je pense qu'un truc qui nous manquait et qui manque souvent quand je parle à nos clients, c'est avoir des règles de décision claires et les fixer à l'avance. Parce que si vous ne les fixez pas à l'avance, en fait, elles vont changer en fonction d'à quel point vous avez envie que ce recrutement se fasse. Là, on a des règles, c'est le juge de paix. Typiquement, à un moment, je me suis dit, OK, il y a un enseignement à tirer, il faut mettre un vrai barème de décision finale. Parce qu'un peu, ça ne veut rien dire. Beaucoup, ça ne veut rien dire. D'où Nina maintenant qui met des barèmes. Le autre truc hyper important, c'est qu'elles sont écrites dans un document que je vous partagerai à la fin de la conférence. Donc, on a un document qui s'appelle les 10 lois du recrutement. Moi, j'adore les 10 commandements, les 10 lois. Bref, j'ai été élevé chez les chrétiens, c'est un inconscient qui revient. Donc, les 10 lois du recrutement chez nous, que je vais vous détailler tout à l'heure, elles sont écrites. Donc, dès qu'on a un problème, dès qu'on a un doute, on peut s'y référer. Alors, la première règle, c'est chez nous, les recrutements se font à l'unanimité. Il y a 4 personnes impliquées dans le recrutement. Il faut que les 4 personnes aient dit oui, ou en tout cas que personne n'ait dit non. Première règle. C'est une règle que j'ai volée à Captain, chauffeur privé. Elle était venue, nous expliquer comment elle avait déployé les entretiens structurés. Elle est là, non? Non, pas là. Je suis très mauvais en visage. Elle est venue nous expliquer les entretiens structurés et elle nous disait on a mis ça à l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet aux gens de se responsabiliser. Ils savent que s'ils disent non, c'est non fini. Et donc, ils disent pas peut-être. D'un coup, comme ils sentent qu'ils ont vraiment la décision, ils sont plus impliqués. Et même le recruteur. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes où le recruteur, en fait, il ne peut pas dire non. C'est-à-dire que le manager veut à tout prix. Là, le recruteur, il dit non, c'est fini. Et d'ailleurs, le sourceur dit non, c'est fini. Peu importe la personne qui dit non, c'est fini. Deuxième chose, il faut au moins une personne qui ait un oui enthousiaste. Si tout le monde dit « ouais », c'est mort. Si tout le monde dit « oui », c'est mort. Il faut qu'il y ait une personne qui dise « oui, je veux absolument ». C'est un oui enthousiaste. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a dérogé à cette règle, ça s'est mal passé. Alors, troisième règle, c'est la personne doit pouvoir faire autre chose que son métier. Alors, c'est une règle qui est en train de changer, parce que plus la boîte grossit, et plus il est évident qu'elle se spécialise. Bon, en tout cas, au début, quand on était 5-6, il fallait que quelqu'un, typiquement Nina, elle a commencé au commercial, maintenant elle est au marketing. Voilà, il faut que des gens, si leur poste disparaissent, soient capables de faire autre chose. Moi, mon poste, il a disparu 6 fois, 7 fois. J'ai même été responsable produit un jour. Sombre époque. Quatrième règle, on fait 4 entretiens, ça je vous l'ai dit. Cinquième règle, il faut un guide de questions. Tu ne viens pas en entretien si tu n'as pas de guide de questions. Donc tous les managers, entre guillemets, le savent. Tu dois venir avec un guide de questions. Et l'autre intérêt de les obliger à envoyer les questions 1 heure à l'avance, ça les oblige à les écrire. En toutes circonstances. Hier, on faisait un loup-garou. Tout le monde voit ce que c'est le loup-garou? Le jeu loup-garou. Il y avait Nina dans le loup-garou. Et elle se lève, elle dit « Merde, faut que j'envoie les questions à la candidate. » On est 1 heure avant. Donc ça oblige le manager il est obligé de le faire parce qu'il sait que c'est dans le process et qu'on lui demandera s'il a envoyé les questions. 6e point, il y a une banque de questions à disposition, culturelle en tout cas. Je me suis posé 2 heures pour rédiger toutes les questions possibles. Comme ça, c'est fait, ça a pris un peu de temps, mais je sais que si jamais je ne peux pas aller en entretien culturel, les questions sont écrites. Typiquement, sur apprendre, toujours apprendre, j'ai mis comme question raconte-moi une fois, tu as changé un avis sur un sujet. Ou alors, question situationnelle, si tu devais faire une conférence sur l'archéologie, par où commencerais-tu? Pourquoi l'archéologie? Parce qu'en général, personne ne connaît rien en archéologie. Ça permet de voir comment la personne se positionne sur un sujet qu'elle ne connaît pas du tout.
Donc vous voyez, tous les commandements, toutes les valeurs, non seulement elles ont les incidents critiques qui sont détaillés, et en plus de ça, il y a des remarques sur chaque catégorie d'indicateurs. Typiquement, la première catégorie, c'est la catégorie des choses qu'on peut observer sans poser de questions. Donc comment on peut observer que quelqu'un aime bien apprendre sans poser de questions? Il dit « je sais pas ». Quelqu'un qui dit beaucoup « je sais pas », c'est souvent quelqu'un qui aime apprendre. Quelqu'un qui est intéressé par la liste de la bibliothèque, voilà. Donc on a des indices comme ça. 7. Laurent est responsable du recrutement. Donc le fondateur est responsable du recrutement. Ça ne veut pas dire qu'il le fait, ça veut dire qu'il en est comptable. Et c'est marrant, j'avais oublié, mais j'ai revu du coup le document, j'étais dans l'historique. À la base, j'avais écrit Laurent, responsable du sourcing, et Marion, responsable du closing. Mais je me suis dit, mettre 2 personnes sur un même bateau, j'avais une bonne idée. À refaire, je ne sais pas si je le referais comme ça. Je pense que j'aurais quand même mis 2 personnes. C'est bien d'avoir une personne à l'entrée et une personne à la sortie. 8e point, chez nous, l'expérience ne vaut rien. Ou en tout cas, pas grand-chose. On se rend compte qu'on a recruté des gens qui avaient 10 ans d'expérience. Ils ne se débrouillaient pas mieux que des gens qui avaient 1 an d'expérience. Parce qu'en fait, ce qui fait échouer souvent les personnes chez nous, c'est la culture. Elle est tellement intense que soit tu adhères, soit tu n'adhères pas. Et les échecs sont culturels. Et ça veut dire que les gens sont… Et ça m'a appris un truc que je savais déjà, mais ça te rend très humble sur ta capacité à détecter à quel point quelqu'un est doué. Quelqu'un qui est très doué dans son métier, dans une organisation, peut avoir beaucoup de mal dans la tienne. Et vice-versa. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Okay. Ça n'a aucun sens de dire que quelqu'un est un mauvais commercial. Alors, il existe quelques mauvais commerciaux, quelques mauvaises commerciales. Mais généralement, une personne, elle a besoin du bon environnement. C'est la fameuse phrase. Si vous faites passer des tests à un poisson et le test grimpe à un arbre, bah, c'est sûr qu'il a l'air con. Donc, les personnes ont besoin de trouver leur bon environnement pour s'épanouir. Point numéro 9, on ne recrute jamais des gens qui ont vu la lumière. Qu'est-ce qu'on appelle vu la lumière ou être ébloui chez nous? Si on est une marque qui a l'air cool de l'extérieur. Les gens se disent ça va être trop cool, il y a du télétravail, on peut travailler de chez soi, il y a des vacances illimitées. Chaque personne qui dit ça au début de l'entretien ne passe pas la suite. Parce qu'en fait, déjà, c'est pas si cool que ça, c'est une boîte violente. À la fin, la moitié des gens perdent leur meuf et leurs potes. Donc, parce qu'en fait, c'est une culture où tu apprends à dire les choses, et quand tu apprends à dire les choses, et que tu reviens chez toi en disant des choses, ça va poser des problèmes. Donc, c'est une culture qui est très 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 violente. Et donc, on est particulièrement attentif à la douleur que les gens ressentent quand ils arrivent, parce qu'il y a une acculturation. C'est violent l'acculturation. C'est comme quand tu changes de pays, que tu dois t'adapter, et que tu connais personne. C'est exactement comme changer de pays. Donc, on fait attention à ce que les gens viennent pour la bonne raison. Si quelqu'un me dit « je vais absolument bosser chez vous, même pour faire du café », c'est mort, c'est que tu as vu la lumière. Donc, d'ailleurs, souvent, les gens qui sont vraiment des gens de notre culture, ou qui vont se transformer, parce qu'au début, tu ne l'es pas, évidemment, sont des gens qui ne remarquent même pas ça. Moi, Laurent, ça va pas. Il m'a dit télétravail, j'ai dit OK. Et, tu vois, c'est pas un truc qui m'a parlé. Quand quelqu'un est impressionné par le télétravail, ça dit quelque chose de sa culture actuelle. D'ailleurs, il en va de même sur Dis les choses. Quand les gens voient la valeur Dis les choses, quasiment tout le monde trouve ça trop cool. Sur le papier, jamais personne m'a dit « ouais, dis les choses, ça va être compliqué pour moi ». Les gens me disent « oui, ça va être génial, moi je sais faire ». Souvent les gens, ils sont la personne qui dit le plus les choses dans leur environnement, mais ils sont pas prêts. Dis les choses ici, ça veut dire pouvoir dire à quelqu'un dans les yeux « Benjamin, ça fait 1 mois, je ne fais plus confiance. Je sais pas ce que tu fais, j'ai plus aucune confiance en toi ». Alors pas de Benjamin, toi. Hein. On se dit des choses comme ça, et il y a des gens qui pleurent. Alors, c'était Nina, la vraie, je ne vais pas dire son prénom, mais vu qu'elle réagit, c'est Nina qui s'est pris ça dans la gueule. Mais du coup, en fait, les gens se disent les choses, et c'est violent de dire les choses. Et c'est violent à la fois pour la personne qui dit, et la personne qui reçoit. Souvent, on pense que c'est violent que pour la personne qui reçoit, c'est violent aussi de dire à quelqu'un, vraiment, ce qu'on pense. On n'a pas envie de lui dire. Mais l'idée, c'est que toutes les valeurs sont en accord les unes avec les autres, et donc ce commandement existe parce qu'il y a aussi tout le monde te fait confiance. Et donc quand je dis à Laurent, tes photos sont floues, parce que Laurent il n'a pas de goût visuel, donc il poste des photos floues sur les réseaux. Et donc je lui dis, elle est floue frère ta photo. Et c'est parce que je ne veux pas l'embarrasser, et au contraire il me fait confiance et sait que si je lui dis ça c'est pour son bien, c'est pas juste pour l'enfoncer. Alors tout le monde te fait confiance jusqu'à un certain point. Marion Cozard, quand tu regarderas cette vidéo, j'ai fait une conférence chez AXA, la braguette ouverte. Tout le monde se marrait. Enfin non, Mohamed et Marion se marraient au premier rang. J'ai dit ça a l'air marrant, de quoi ils parlent, mais je peux pas aller voir parce que je suis en conférence. Et ils me disent rien. Et à la fin, ils me disent « Ah Nico, t'es en braguette ouverte ». Je dis « Mais t'es sérieux? Fais-moi un signe, dis-moi un truc, enfin dis les choses. D'où t'attends à la fin pour… bref, sombre histoire.
Point 10, en tant que manager, tu dois préparer l'entretien. Mais comme je sais que parfois, tu ne prépareras pas, voici un guide de panique. Donc il y a un guide qu'on appelle le guide de panique, vous le verrez dans le document que je vous enverrai à la fin. Dans le guide de panique, il y a écrit point 1, fais ça. Point 2, fais ça. Point 3, ok, imagine des incidents critiques. Point 3, ok. Point 4, pardon, tu as 3 incidents critiques, convertis-les chacun en 2 questions comportementales. Ok, tu as 8 questions. Rajoute 2 questions d'intro, par exemple ça. Rajoute 2 questions de conclusion, par exemple ça. Ok, ça te fait un guide. Envoie-le au candidat, à la candidate. Reçois la personne, donne-lui un verre d'eau. Écoute-la, prends des notes. Fais un compte-rendu maintenant. Si tu fais pas le compte-rendu dans les 24 heures, tu le feras jamais. Voilà, pas si dur que ça. Passe à balle. Voilà, c'est ce que dit le guide de panique. Et ça sert à, je me dis, et après, je sais très bien qu'en fait, les managers, ils font quoi? Ils prennent que le guide de panique. Mais je me suis arrangé pour qu'il soit assez complet pour que ça marche. Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ça? Premièrement, plus on avance et plus il est dur de recruter. Parce que plus on avance et plus on épuise, le canal numéro 1 qui était le réseau de Laurent, il commence à être épuisé. Plus on avance, plus on est structuré, plus on est gros, plus la culture se dilue. Parce que vous n'avez pas trouvé des gens exactement comme vous, donc il faut accepter de prendre des gens qui ne sont pas encore totalement comme vous et essayer de les accompagner. Et en même temps, ils vont aussi, eux, influencer votre culture, parce que c'est un mouvement… Il ne faut pas voir la culture comme étant un truc dictatorial qui ne change jamais. La culture, elle change en permanence. La culture qu'on avait, Laurent et moi, à 2, elle n'avait rien à voir à la culture à 12 maintenant. À 2, c'est très individualiste. Je pouvais passer des mois sans voir Laurent, hein, vraiment. Je pouvais me bouder. Il y a une période de ma vie où j'ai boudé Laurent, donc je ne le voyais plus. 3 mois comme ça, tu boudes. Vous n'êtes que 2 dans la boîte et vous boudez. Enfin, moi, je boude. Donc, évidemment que la culture change avec le nombre de gens et on ne va pas faire exactement pareil quand on grandit. Deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut écrire le process. C'est hyper important d'avoir un endroit où c'est écrit noir sur blanc. Et voilà, je vous donne le lien. De toute façon, on vous enverra les slides. bit.ly/ledr process. Si vous tapez ça dans votre navigateur, vous allez tomber sur notre guide interne, nos 10 lois du recrutement. Donc, elles sont écrites. Et je meuble pour laisser aux gens le temps d'écrire. C'est bon? bit.ly/ledr process, tout attaché en minuscule. Mais c'est long, t'écris. Ah oui. Je les avais écrit en hiéroglyphe. D'ailleurs, on a beau les avoir écrites, elles sont quand même sujettes à débat. Il y a quand même des discussions où un tel dit mais non, mais ça c'était pas comme ça, faudrait l'écrire. C'est écrit, regarde, c'est écrit à tel endroit. Et en fait, le fait de l'écrire, ça permet d'avoir un arbitre de paix. Un juge de paix, je crois que c'est la vraie expression. Très mauvaise expression. L'autre point, c'est que le sourcing doit se marketer. Et c'est une fonction qui a toujours du mal à se marketer. Et pendant longtemps, je pensais que c'était à cause de l'ambiance extérieure. Alors je disais quand même aux gens que c'était leur faute, c'était à eux de se marketer. Et je me disais, ok, dans un environnement hostile, je comprends, c'est compliqué. Mais là, chez nous, l'environnement n'est même pas hostile. Et pourtant, le sourcing n'est pas marketé. Et on arrive avec des discussions comme ça. Marion dit pour info, la mission de Mathieu, donc était le sourceur, est terminée. Quelles sont les autres pistes? Mais il n'y a pas spontanément un rapport sur le sourcing. Il faut qu'on pose la question pour savoir. Et en plus de ça, le sourcing, c'est le goulot d'étranglement. Donc d'un coup, il arrête de pleuvoir des candidats. Alors pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le sourcing. C'est ici Marion qui dit je déteste le sourcing, moi je vais avoir des gens en entretien. Et vous voyez, régulièrement, il y a des choses comme ça qui se passent. C'est warning, il n'y a plus de profil. Et d'un coup, voilà, c'est la panique. On est à poil, il n'y a plus de candidats. Parce qu'en fait, on ne markete pas la fonction interne. Il n'y a pas de… Ce que je recommande de faire à mes clients, on ne fait pas. C'est-à-dire, normalement, je recommande à mes clients de faire, en tant que sourceur, un reporting toutes les semaines. Reporting du sourceur, c'est quoi? En semaine N-1, il s'est passé quoi? Semaine N, il va se passer quoi? Qui doit faire quoi? Tout simple, petit mail. Pareil, encore un autre moment où, hop, on n'a pas de candidat, on ne sait pas. Et ça arrive régulièrement. Leçon suivante,
le canal de communication interne, il est clé. Si on n'avait pas Slack, je ne sais pas comment on ferait pour recruter, mais vraiment. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un canal de communication permet d'avoir des vraies discussions. Alors, les gens que je n'ai pas floutés, c'est qu'ils sont chez nous, c'est Morgane et Jennifer. Donc, de temps en temps, Marion fait un point, ok, il y a quoi dans le pipe? Qui c'est qu'on va recruter? Bam, je dis à Laurent d'aborder un pote à moi, je lui dis les moyens chauds. D'un coup, il me dit je vais rencontrer Marion Cozard. Je dis ah, mais vas-y, arrête tout. Pourquoi je vous ai montré cet échange-là? Parce qu'il est important dans la précale de toujours demander au manager est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il a en tête? Si jamais tu le ramènes, bah, il signe tout de suite. C'est le cas avec Marion, c'est le cas avec Jennifer. Moi, Marion et Jennifer, c'est les deux où j'ai dit vas-y, si tu me les prends, go, démerde-toi, ramène-les-moi. On a réussi à les ramener. Autre point hyper important, c'est que l'entretien structuré est une bénédiction. Mais vraiment, il y a eu un avant et un après. J'ai laissé parler Laurent Broy. Tu peux y aller, oui, tout à fait. Mais Laurent Broy sur l'écran. Qui dit « C'était méga cool. Pour la première fois de ma vie, je fais un entretien structuré. » Et j'ai vécu la même. Parce qu'en fait, les questions donnent une orientation, tu as une structure, tu sais ce que tu… du coup, je confirme, t'as vu, c'est trop bien, entretien structuré, t'écoutes plus parce que tu penses pas à la prochaine question. Vu qu'elle est déjà écrite, bah, t'as pas besoin d'y penser, donc t'écoutes vraiment la personne. Et il me dit, c'est ouf d'avoir de la méthode. Voilà. Donc ça, c'était nous il y a 2 ans environ. Hop, c'était un truc, non? Ah, et d'ailleurs, les gens ont tous commenté « Waouh, heureusement que je suis rentré chez… » Alors, LH est le nom ancien de la boîte. « Heureusement que je suis rentré chez LEDR avant qu'il y ait des vrais entretiens. » Non, je sais pas comment je serais passé. Autre enseignement, la scorecard est fondamentale. Alors, par scorecard, j'entends une prise de besoin efficace. Peu importe comment vous la faites, mais il faut un truc qui prend le besoin et qui l'écrit quelque part. C'est tellement important que chez nous, 1 an après, les gens se réfèrent encore à la scorecard quand il y a des débats. Mais est-ce que c'est vraiment à cette personne de faire ça? Bah bien, voyons ce qu'on avait écrit à l'époque. Et faites très attention. Ce que vous écrivez, les gens vont s'y tenir, bizarrement. Donc si vous écrivez à quelqu'un qu'il est directeur marketing et qu'après il est responsable marketing, vous ne tenez pas qu'il fasse la gueule. Les gens vraiment se tiennent à ce que vous leur avez vendu en entretien. Parce que en fait, la scorecard, on l'envoie, du coup, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la scorecard, on l'envoie au candidat, aux candidates. Donc tu sais sur quoi on va t'attendre. Et vraiment, ça change tout. Typiquement, ça c'est donc on doit être en 2017, ouais, on est en janvier 2017. Laurent cherche un développeur, on cherche un développeur, et il me demande en quoi consiste le poste. Je dis quoi? Question de quelqu'un qui n'a pas de scorecard, qui n'a pas de besoin. On lui a dit vas-y recrute un mec, et lui il sait pas ce que c'est comme poste. Donc comme je vous dis, Laurent il est très bon à draguer, à chauffer les gens, mais après de quoi il s'agit Donc là, Mohamed lui répond. Alors, je reviens à l'importance d'avoir un canal en interne, parce que du coup, on a un canal interne où on est réactif. Et il lui dit, OK, voilà, il y a tel truc, Symfony 3, MySQL, bah voilà, je te laisse, je donne des mots-clés, démerde-toi après. Ça, c'était avant la scorecard. C'était avant qu'on définisse formellement. Là, c'est après. C'est un moment où on se dit, OK, on va réécrire la scorecard. Parce que maintenant qu'on a la scorecard, on peut se dire, bah tu vois, on s'était dit qu'on voulait des gens commerciaux qui forcément connaissent le recrutement. Finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Peut-être qu'on va prendre des gens qui sont un peu ailleurs, alors Morgane, c'est le cas. Morgane, elle est venue suite à la réorientation, parce qu'elle n'a pas été recruteuse. Alors qu'avant, on prenait que des recruteurs, enfin des commerciaux qui avaient été recruteurs. Et à force de voir, on se dit, bah, c'est pas si fondamental que ça. Donc en fait, le fait d'avoir une scorecard écrit te permet d'en débattre et d'évoluer. Arrive un moment, c'est une des premières scorecards, un des premiers besoins qu'on a pris. Marion, donc le manager, me dit juste avant oh, je sais pas quoi évaluer chez un commercial. Je lui dis t'inquiète, je s'occupe de tout, je s'occupe de rien. Je lui ai dit donne-moi les incidents critiques et j'en ferai de la magie. D'ailleurs, c'est une posture de recruteur que je vous invite à avoir, c'est de montrer votre expertise. T'inquiète pas, raconte-moi du charabia et ça va ressortir en magie. Et je lui dis en plus, je crois que j'en connais 2-3. Donc je lui dis, je pense qu'il y a, pour avoir vu le métier, je pense qu'il y a en 1, quelqu'un qui n'arrive pas à adapter sa communication à l'interlocuteur. En 2, quelqu'un qui n'arrive pas à dire la vérité en entretien commercial. Et en 3, quelqu'un qui n'arrive pas à jouer en équipe. Je dis un truc comme ça, mais maintenant dis-moi. Donc hop, elle me dit des trucs à chaud. Elle m'appelle dans la foulée et elle réécrit. Hop, 4 heures après.
Ok, c'est bon, Marion m'a appelé. Donc j'ai les 4 incidents critiques. C'est-à-dire j'écris l'hiring manager. Marion Cosard me dit, elle me dit 3 c'est chaud. J'ai un 4, j'arrive pas à en choisir. Ok, prends-en 4. Le premier c'est, ce que j'avais dit, ne sait pas adapter sa communication à un interlocuteur, donc manque d'écoute. Le deuxième c'est manque de remise en question. Le troisième c'est ne sait pas faire de l'anti-vente. C'est-à-dire qu'il va essayer de vendre à tout prix alors que parfois nous il y a des clients qu'on devrait refuser. Et le troisième ex aequo n'arrive pas à jouer en équipe avec les autres commerciaux. Vous remarquerez que je l'ai forcé à classer les critères. Ce n'est pas 1, 2, 3 au hasard. Hein. C'est vraiment 1, 2, 3 ex aequo en termes d'importance dans le process. Ce qui veut dire que pour le sourceur Laurent Bourrois, bah, on sait qu'est-ce qu'on priorise. L'autre leçon que j'ai retenue, c'est qu'il est hyper important de montrer la leçon. Montrer l'exemple au manager. Et comment on montre l'exemple au manager? En faisant soi-même un compte-rendu impeccable. Au début, quand il y avait les guides de questions, je les mettais dans le Slack. Je mettais à tout le monde, voilà le guide de questions que je viens d'envoyer. Alors je ne fais plus maintenant parce que ça c'est... L'habitude c'est prise, mais au début, à chaque fois que je le faisais, je le mettais dans le Slack. On montrait à tout le monde, regardez, je viens de le faire. Et donc en fait, vous ne pouvez pas attendre que les gens fassent si vous-même vous n'êtes pas le premier exemple. Donc, jusqu'à très récemment, je n'avais jamais sauté un compte rendu. J'en ai sauté un, c'est une Morgane, je ne l'ai pas rendu, je l'ai rendu à l'oral parce qu'ils m'ont fait faire un entretien avec Morgane quand j'étais en pleine préparation de l'école. Donc là, c'était le feu pour moi. J'ai dit, ok les gars, je fais un compte rendu à l'oral, j'appelle Marion et vous démerdez avec ça. En plus, c'était un oui enthousiaste, donc c'est plus simple. Et vous voyez, le premier compte rendu que j'ai fait, je crois que c'était le compte rendu de Jennifer, Marion dit, ah, trop stylé, je l'ai lu comme un livre. Et en fait, voilà, je donne envie aux gens et je leur montre en fait, en écrivant un bon compte rendu, comment eux peuvent faire un bon compte rendu. Ça devient un jeu. Tu vois, j'ai mis des images, j'ai mis des histoires, du coup les gens ils mettent toujours des images. C'est marrant comment le modèle de départ fixe le reste. Tous les comptes rendus ressemblent au premier que j'ai fait. Il n'y a que depuis que Nina améliore un peu le truc que ça change. Mais au début, tous les comptes rendus étaient des copier-coller de ce que j'avais fait. En moins bien. Évidemment. Leçon suivante, les règles doivent être limpides. Il ne faut pas qu'il y ait de débat entre vous, il faut que vous soyez capable d'être très clair sur les règles et aussi de savoir que le process il évolue et c'est normal. Donc de temps en temps, en fonction des retours qu'on a, on va changer le process. Typiquement, là on est en train de se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que, alors c'est d'ailleurs ce que recommande la méthode de l'entrevue structurée, la méthode officielle, vous n'êtes pas censé voir les comptes rendus des gens d'avant. Donc on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour Morgane, je l'ai fait comme ça, j'ai pas vu le compte rendu, ça m'arrangeait bien, j'étais en galère, j'ai pas vu le compte rendu, je suis arrivé sans compte rendu. Alors, pour faire ça, il faut avoir bien scindé les rôles. Je sais que de toute façon, il n'y a aucune question que j'ai posée à Morgane qui vont être les mêmes que celles d'avant, parce qu'avant elle a fait de la découverte et avant elle a fait le fonctionnel. Donc là c'est culturel, ça ne va pas se recouper. Donc c'est hyper important de bien se répartir les rôles pour ça. Pareil, là on se pose la question sur le guide de questions qu'on envoie. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le donner aux gens une demi-heure avant quand ils arrivent ici, les laisser dans une salle avec pendant une demi-heure, qu'ils soient posés, tranquilles, pas dans le métro en train de courir et l'avoir comme ça. Alors l'inconvénient c'est que ça rallonge une demi-heure le temps de présence. Qui pense qu'on doit faire ça? Qui pense qu'on devrait garder la solution d'avant? Ah, on a 2 et le reste s'abstient. Ah, 2, 1, 2, 2. Ok. Bon. C'est partagé. Et avant, on avait des trucs qui étaient lunaires. J'ai fait un entretien avec Lucille, c'était une commerciale à l'époque. Ça a duré 2h30 dans un bar. On a parlé de tout. Je ferais quoi avec 10 millions d'euros? La vie, je vais être chanteuse. Ah, je suis fan de Jennifer. Enfin bref, on a parlé de tellement de trucs totalement déstructurés. Et c'est marrant parce qu'on l'a fait dans un bar où j'allais tout le temps quand j'étais recruteur. Quand j'étais recruteur en cabinet, j'allais tout le temps à un bar qui s'appelle Le Prélude. D'ailleurs, bar hyper sympa, qui s'appelle Le Prélude, qui est à côté d'Opéra, en face de l'Apple Store. Ce qui est cool avec ce bar, c'est que tu es plutôt calme, il y a du Wi-Fi, alors il y a des souris. Le point négatif, il y avait une souris qui est passée pendant que j'étais en contact avec Lucille, j'ai pas peur des souris. Et c'est central, donc les gens peuvent venir. Donc j'adorais ce bar et je faisais plein d'entretiens déstructurés. Et c'est marrant psychologiquement, le jour où on a arrêté de faire des entretiens déstructurés, j'ai arrêté d'aller dans ce bar. Psychologiquement, j'ai changé d'endroit et j'ai changé de pratique. Typiquement, Mohamed, ça c'est un compte rendu qu'il fait d'un entretien. Et il dit
Allez, go pour Mathieu. Impression générale, il y a du Laurent, du Lucille, du Nico, du Noah, du Doha et du moi dans sa personnalité. C'est quoi les plus? Il a l'effet Wikipédia. Voici ma réaction à chaud. On a passé 3 heures ensemble. Ils ont passé 3 heures, et ce que tu peux me dire, c'est que c'est un mélange de tout le monde. Pas génial comme retour. Alors, je dis Mohamed, mais n'importe qui faisait des retours comme ça. Moi, c'était pareil. C'était. Ouais. Moi, j'avais 2 grands critères à l'époque. C'était tu fumes, c'est mort. Si jamais, quand on me dévoile ton âge, je suis surpris parce que tu es beaucoup plus vieux que ce que je pensais, c'est mort. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu manques de maturité. Pas parce que tu es vieux. C'est en fait, en général, je me disais, tous les gens à qui on a eu un échec de recrutement, c'est des gens qui, par exemple, avaient 33 ans, mais dans leur discours en faisaient 25. Et problème de maturité. Mais c'est pas du tout, faites pas ça chez vous, hein, c'est pas du tout un critère structuré. C'était les trucs que je faisais au feeling quand il fallait bien que je tranche. D'ailleurs, le grand drame des managers, on ne peut pas leur en vouloir de faire n'importe comment, puisqu'en fait, on ne donne pas de méthode. Tu ne donnes pas de méthode à un manager, il fait comme il sent. Évidemment qu'il fait comme il sent. Et les gens sont heureux d'avoir une méthode. C'est rare que je propose une méthode à quelqu'un. Elle peut être réticente au début. Mais quand il teste, il se rend compte que c'est beaucoup mieux. C'est qu'il y a un vrai critère, c'est pas juste je sens bien, je sens pas bien. Et oui, il y avait un côté chamanisme dans nos recrutements. Je vais pas lire la prochaine réplique, je vous laisse la lire tout seul. Donc voilà, on avait ce genre de retour après l'entretien. Parce que forcément, c'est pas structuré. Dernière leçon. Le compte-rendu, c'est hyper important parce que ça permet d'avoir une rétrospective. Un truc que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois qu'on a un doute ou que la personne galère, on revient au compte-rendu. On avait dit quoi en entretien? Ah, il s'est passé ça. Ah, elle m'avait dit en plus qu'elle voulait être accompagnée. On ne l'a pas écouté. Voilà. Et revenir, c'est hyper instructif de revenir régulièrement sur les comptes rendus et de voir ce que vous avez dit, de voir si vos prédictions étaient bonnes. S'il y a quelqu'un avec qui vous vous séparez, c'est hyper important, vous, pour vous améliorer, de voir est-ce que vous aviez repéré le critère sur lequel ça n'a pas marché. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez dit l'inverse. Donc un truc le plus important, c'est ça, c'est de faire une rétrospective et d'aller régulièrement consulter vos propres comptes rendus. Ça permet d'avoir aussi beaucoup d'humilité, de voir à quel point en fait on n'est pas très bon. Alors, pour finir, ça a beaucoup évolué le process. On a commencé au début, on faisait n'importe comment. On était à 2 avec Laurent. Un jour, il me dit « Ah, il y a un mec qui est sympa, il s'appelle Mohamed, il serait trop bien chez nous. » Je dis « Pour faire quoi ?»« Je sais pas. » Il me dit « Mais je le ramène. » Et il ramène Mohamed. Pour faire quoi? Et puis finalement, on a fini par trouver quelque chose. Donc pareil, quand on a embauché Laurent Sébarek, Laurent m'amène en me disant « Ouais, viens pour donner ton avis. » Donc j'arrive, je suis entre les deux, et en fait je me rends compte que c'est déjà fait en fait. Que j'ai pas d'avis à donner, que le truc est déjà conclu. Et à la fin je me dis mais pourquoi tu m'as amené là alors que c'était déjà validé? Ah non, tu comprends. Donc même Aurélien, jusqu'à Aurélien, c'était pas structuré. Aurélien, il est arrivé, alors il avait déjà fait le process une fois et il nous avait dit non pour un autre poste. Il se revoit avec Laurent. Laurent me dit viens avec moi. Je viens avec lui. On déjeune à l'Indien à côté. On a fait que manger et à la fin ils ont fait top là. Il est venu. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé pendant cette heure où on a mangé. On a parlé de rien n'avait de rapport avec la mission, avec le poste, mais à la fin le mec était saucé, il est venu. Pouvoir mystique de Laurent. Donc c'est que très récemment qu'on a vraiment tout structuré. On commence à avoir, peut-être pour ça aussi que c'est maintenant qu'on fait la conférence, je commence à être un peu fier du process. Vous m'aurez posé la question il y a un an, je ne suis pas du tout fier du process. Ça commençait à avoir les prémices, mais on était encore loin Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, on a appris en faisant et en enseignant aussi. Parce qu'en fait, le fait d'avoir monté une école, d'enseigner l'entretien structuré et de me forcer à apprendre ce que c'était, forcément, après, on a voulu le déployer. Donc, première leçon, ça prend du temps. Ça prend du temps, il est normal que ça prenne du temps. Il est normal que ça ne soit pas suroptimal au début. Il est normal de tâtonner, il est normal d'avoir du mal à convaincre les gens. Deuxième leçon, l'écrit
Ça change tout. Pour ceux qui étaient là et celles qui étaient là au cours, j'ai fait un cours ouvert au public la semaine dernière sur comment faire passer des idées. C'est un cours grosso modo de lutte politique. Un des premiers enseignements qu'on a, c'est que beaucoup de révolutions passent par d'abord un écrit. La Révolution française, Voltaire, Rousseau. Quelqu'un écrit une doctrine. Et en fait, le fait d'avoir écrit le process, ça a tout changé ensuite. Il y a vraiment eu un avant et après écriture. On s'est posé, on l'a écrit une fois pour toutes, et maintenant c'est bon, on sait où se référer. Tout le monde est d'accord, tout le monde a dit top là, tout le monde l'a validé. Une fois que tout le monde l'a validé, ben on ne peut plus avoir d'excuses. Troisième leçon, l'entretien structuré, c'est trop de la balle. Vraiment, c'est incroyable ce truc. Je ne sais pas combien de fois. Il faudrait rebrander le nom parce que c'est pas génial comme marketing, entretien structuré. Ils sont foirés les gens qui ont inventé ce mot. On est en train de réfléchir à un nouveau nom. Entretien chamallow, entretien Superman, je sais pas, un truc qui fait entretien super cool. Mais quand tu dis structuré, quel est le problème? C'est que les gens entendent structure. Ils disent ah mais non, c'est de l'humain, moi tu sais, j'ai un sixième sens, nanana. Et il y a un petit côté réticence à cause du nom. Je trouve que c'est dommage. Je sais pas comment on pourrait je suis en pleine réflexion en ce moment sur comment on pourrait remarketer ce nom de la méthode de l'entretien structuré, mais il y a un truc qui dans le nom marche pas, surtout qu'en plus elle fait croire que c'est la structure le plus importante, alors que certes elle est importante, parce qu'on va poser les mêmes questions à différents candidats, mais avant tout les critères. Ce qui a vraiment changé, c'est j'ai une question qui vise un critère. Leçon suivante, hyper importante, avoir une coordination, c'est fondamental. Vous êtes sûr que vous ne faites pas revenir les gens deux fois pour des trucs différents, pas pour des trucs pareils justement. Enfin, chaque personne ici sait quelle place elle occupe sur le terrain. Et parfois on se dit, ah bah t'es plus la bonne personne. Laurent, il arrête de faire la découverte parce que, un, il est à Marseille, deux, voilà. Et on se dit, bah Nina, elle a été commerciale, on recrute des commerciaux, ça peut être pas mal que ce soit Nina qui fasse la découverte. Donc le process, il s'adapte, chacun sait où il est sur le terrain et il n'y a pas d'ego. Il y avait un débat la dernière fois où les gens, j'entendais un recruteur parler, il me disait ah je suis une plante verte dans l'entretien avec le manager. Et je lui ai dit peut-être que tu n'as pas ta place en fait, peut-être que tu n'as rien à faire dans l'entretien, peut-être que juste tu devrais laisser le manager tout seul et faire un autre entretien. Donc il faut aussi avoir cette humilité de ok, chaque personne elle a un but, chaque question elle a un but, chaque endroit du process a un but. C'est pas grave d'avoir un process qui soit pas optimal, mais en tout cas il faut avoir une réflexion derrière. Pourquoi le sourcing, c'est un tel qui le fait? Pourquoi la précale, elle est comme ça? Pourquoi il y a un entretien de découverte? Pourquoi il y a Pourquoi? On a fini d'ailleurs, à force de se poser des questions, à mettre l'entretien culturel en dernier. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, au fonctionnel, il y avait beaucoup de gens qui passaient pas. Donc bah, autant mettre le truc le plus restrictif en premier. Donc vous voyez, le process, vraiment, quelque chose qui évolue en permanence. Et dernier point que j'ai observé. Alors non, avant-dernier point, le sourcing, il faut se marketer. Je l'ai beaucoup dit ce soir, et c'est un enseignement que j'ai moi-même découvert en faisant la conférence. Je me suis rendu compte parce qu'au début, je croyais que j'étais le seul. Et j'ai demandé autour de moi, personne chez nous ne sait où on en est, combien il y a de candidats, est-ce qu'on source, est-ce qu'on ne source pas. Ça se trouve, il n'y a même pas de sourcing, on ne sait pas. Mais il y a plein d'explications, parce que généralement, les sourceurs sont des gens qui ont plus de mal à se marketer. Enfin, il y a plein de raisons qui font que le sourcing, c'est dur à marketer, même dans un environnement valorisé. Le dernier point, c'est que on l'a dit des milliards de fois, mais la relation avec le manager, elle est primordiale, elle est fondamentale. Il n'y a rien qui peut se faire si ce n'est pas le manager qui impulse ce recrutement. Laurent, il peut sourcer tout ce qu'il veut. Si Marion, qui manage des commerciaux, elle n'est pas impliquée, rien ne se fait. Donc vous avez besoin d'une collaboration intense, vous avez besoin de les convaincre. Vous avez besoin. Alors nous, on a un truc qui est facile, c'est que Marion, elle vend aux gens une méthode d'entretien structuré. Donc c'est facile de la convaincre à faire l'entretien structuré. Donc on a cette facilité. Mais même, il est hyper important de les embarquer, les intégrer. Et je pense qu'une des règles que je ne changerai jamais, c'est la règle de l'unanimité. Le fait d'avoir mis l'unanimité et d'avoir impliqué le manager à fond et de l'intégrer dans tout ça, ça fait que du coup on prend des bonnes décisions. Parce que les gens justifient pourquoi ils le font. Pareil, manager, on l'aide. Et d'ailleurs, et je vais conclure là-dessus, j'ai vu une conférence de François Gauthier. Alors, je dis ça comme c'est pas moi qui l'avais organisé. Mais... Bref, François Gauthier a fait un événement chez nous et du coup, j'étais à la conférence. Et il expliquait qu'il pensait que la valeur ajoutée du recruteur, de la recruteuse, était en début de process et en fin de process. Les plus gros pics de valeur ajoutée. Alors, comprenons-nous bien. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de valeur ajoutée dans tout le process. Je dis que l'entrée et la sortie
sont les deux endroits où le recruteur a le plus de valeur ajoutée et on l'observe chez nous. Pourquoi? Parce qu'en entrée, il y a le sourcing. Les managers n'ont pas forcément le temps de sourcer, ils ne savent pas comment faire. Pour un manager, il y a des gens qui ont un recrutement par tous les 2 ans, ils ne savent pas. Donc c'est hyper important, quand le sourcing ne va pas de soi, quand il ne suffit pas juste de poster une annonce, d'avoir une fonction qui les aide à sourcer. Et pourquoi c'est important en fin de process? Ça permet de valider la culture, valider l'équipe, valider qu'en fait on ne recrute pas uniquement pour un manager, mais on recrute pour une entreprise. Et donc par les salaires, par les évolutions, voilà, avoir une vision plus globale. Et je pense que c'est les 2 points les plus cruciaux et qu'on peut laisser facilement les managers se débrouiller entre les deux. Voilà, c'est ma conclusion. Est-ce que vous avez des questions? La première question étant toujours la plus dure. Bon, est-ce que vous avez une deuxième question? Ah, vas-y. Merci déjà pour t'en prie. partager votre expérience avec nous. Donc tu parles d'une unanimité sur la décision. Par contre, je n'ai pas saisi sur la scorecard qui l'a définie en fait. Ah, c'est une bonne question, parce que moi-même, je ne sais pas. En fait, tu soulèves une bonne question. Si on doit tous être d'accord sur des critères dont on est Ouais, d'accord. ouais. Alors la question c'est, je répète pour la caméra, c'est la scorecard qui l'a définie. C'est historiquement la personne qui est le plus proche du poste. Donc c'est un manager, c'est pas un recruteur. Typiquement, j'ai rédigé la scorecard du marketing parce que c'est moi qui faisais le marketing avant. J'ai rédigé la scorecard du responsable école parce que même si c'était un nouveau poste, c'est moi qui étais le plus proche, etc. etc. C'est Marion qui manage les commerciaux et des commerciales qui a fait la scorecard des commerciaux. Donc si en fait je sais, c'est parce que ça change tout le temps. Du coup, par définition, elle change tout le temps. Donc ça dépend du poste, c'est écrit par le manager. Mais aidé par le recruteur, parce que l'expérience qui est un peu des fois touchy, c'est que le manager pense savoir Oui. tu vois, ce qu'il faut. Oui. Et des fois, il y a des biais aussi sur maintenant, je vais quelqu'un qui a fait le même parcours que moi. Tu remarqueras que j'ai pris le rôle du recruteur avec Marion. C'est quand elle ne savait pas trop comment faire l'incident critique, donc je l'ai aidé, je l'ai accompagné. Il y a deux choses. Chez nous, tout le monde peut être un peu recruteur parce que tout le monde a une connaissance du recrutement. Et deuxièmement, il y a une scorecard de référence. On revient à montrer l'exemple. J'ai fait une scorecard, celle du marketing, je l'ai faite le mieux possible. Il y a tout dedans. Il y a, il y a les durées. C'est la scorecard parfaite, la plus parfaite que je suis capable de sortir. Ce qui fait que quand elle se pose la question, Marion, elle prend ça, elle copie, elle colle, elle remplace. Et inconsciemment, elle fait déjà pas mal. Puis elle le partage à tout le monde et puis on échange dessus. Donc finalement, il n'y a pas eu tant d'accompagnement que ça à faire auprès des managers parce que, encore une fois, tu donnes l'exemple, tu montres la scorecard parfaite, tu leur montres et t'en fais vraiment une. C'est pas juste un template, t'en fais une. Et il y avait un template d'ailleurs parce que faudrait que je retrouve le template. Je me rappelle là maintenant qu'il y a 2 ans, j'ai fait un template. Dans le template, j'ai écrit ce qu'il y avait à faire dedans. Donc il y a marqué scorecard, mais le titre du poste. Mission, décrit la mission en 3 ou 5 phrases. Enjeu, clé, résultat. Décrit entre 1 et 10 résultats. Et chiffre-les. Et à la fin, mets-moi entre 4-5 critères fonctionnels et le reste, c'est des valeurs culturelles. Voilà, il y a un template plus un modèle. Ça répond à ta question? Oui, en partie, mais oui. Qu'est-ce qui manquerait pour répondre totalement à la question? Non, mais en fait, c'est pour ça que je ne veux pas aller trop loin parce que vous partagez votre expérience de recrutement. Donc, je pense que dis-moi la tienne, mets-moi ton contexte à toi. c'est pas forcément le mien, mais c'est Un ami. Allez, un ami. Si on commence à faire du sourcing et à faire des entretiens de pré-qualif et culturels, même fonctionnels, à partir d'attentes qui ont été fixées par une seule personne, et que derrière il y a 4 personnes qui doivent savoir. Enfin, à la fin, on se dit, attends, moi j'ai mis 5 sur 5 sur capacité d'écoute, mais moi je dis, attends, ma capacité d'écoute, on s'en fout, c'est pas nécessaire pour ce poste, tu vois. Ok, je comprends mieux la question. En fait, il faut savoir que comme on a mis en place la méthode de l'entretien structuré, tout s'emboîte l'un avec l'autre. C'est-à-dire que je vais te demander d'abord les incidents critiques. Un incident critique, c'est quoi? Je vais voir Marion et je lui dis, raconte-moi 3 exemples positifs et 3 exemples négatifs où quelqu'un soit a surperformé, exemple positif, soit a sous-performé. Raconte-moi un commercial, une commerciale qui a vraiment, soit s'est chié dans la colle, soit a fait un truc de ouf. Tu vas me raconter des histoires que tu as vraiment vécues, tu vas me dire le prénom de la personne, tu vas pas me dire un truc abstrait. Et je veux que dans ta réponse, il y ait le contexte, l'action, les résultats. Ok? Contexte, action, résultat. Alors pour ceux qui ont connu la méthode STAR, c'est la version en 3. Je trouve que dans STAR, le T et le A ne servent à rien. Donc contexte, action, résultat.
Donc, une fois que tu as une réponse qui est complète comme ça, bah là, on peut en discuter. Et généralement, la méthode est tellement bien faite qu'elle empêche de dire n'importe quoi. Parce que un manager qui te dirait, voilà, c'est un exemple que je donne tout le temps, c'est ça qui m'écoute tout le temps, vont en avoir marre, c'est la 10e fois que je dis ça. Mais imagine un manager te dit, voilà, dans notre agence, la personne qui va être chef d'agence, elle a besoin de rester jusqu'à 20 h, parfois, et donc, pas prendre de femme enceinte. Ou même pas prendre de maman ou de papa. Ça arrive, les gens disent ça. Pas prendre de gens qui ont des enfants. Là, tu reformules. Ok, raconte-moi l'incident critique. Ok, bah il y avait Géraldine. Oh, bizarre comme nom, non, on va prendre un nom plus neutre. Il y avait Julie. Pardon pour les Géraldines, c'est pas... Bref, vous allez couper ça au montage. Il y avait Julie. Elle venait au bureau, et elle faisait bien son taf, on était content d'elle, et puis un jour on lui a demandé de rester un peu plus longtemps avec l'agence, sachant que c'est elle qui dirige l'agence. Elle a refusé, pas de souci, on s'est arrangé. Puis 3 fois, puis 4 fois, puis 5 fois, ça a commencé à devenir problématique. Et résultat des courses, bah, on a dû faire quelque chose. On a dû lui dire, bah, soit tu arrives à t'arranger, soit on s'arrête. Et c'est con parce qu'on l'a perdu. Voilà, contexte, action, résultat. Tu peux déduire, ok, le problème dans l'histoire, c'est pas qu'elle soit papa ou maman. C'est le problème dans l'histoire, c'est qu'elle puisse pas rester. Donc l'incident critique, c'est il faut quelqu'un qui soit de temps en temps flexible sur les horaires. Et on s'arrangera en fait. Ça, la personne c'est une adulte la personne, donc elle saura. Mais on lui dit dès l'entretien, on lui fait savoir. Donc en fait, la méthode de l'incident critique normalement est construite de manière à ce que les critères qui ressortent soient toujours pertinents pour l'emploi. Ça répond mieux à ta question? Et pareil, on les accompagne, on les aide les managers. Dis-moi Benjamin. Du coup, moi j'ai une problématique parce que j'essaie de mettre en place l'entretien un peu structuré pour les recruteurs. En tout cas, l'entretien un peu structuré. L'entretien. C'est pas encore parfait, mais je peaufine. Tu sais c'est quoi le mot de langue de bois? C'est l'entretien semi-structuré. Et du coup, je sais pas mal le côté star. Et par exemple, j'ai une question, c'est tiens, en tant que recruteur, est-ce que tu peux parler d'un exemple concret où tu as été innovant dans une situation, que ce soit en sourcing, sur un présentement. Donc on a l'action, résultat, le produit. Et en fait, le problème, c'est que j'ai rarement des réponses qui me conviennent. Ça part un peu dans tous les sens, c'est pas, j'ai pas le résultat, j'ai pas le chiffre. Le fond, je pense, est là, mais la forme n'est pas là. Est-ce que quand je fais un entretien, je suis pas content et je sais pas quoi faire. Est-ce que tu as déjà eu un recruteur ou une recruteuse que tu trouves extraordinaire en entretien? Ouais. Ok, enfin pas en entretien, mais qui est une recruteuse extraordinaire dans son poste. Ok. Cette personne-là, est-ce qu'elle arrivait à répondre à la question? Ouais. Bah, donc c'est la bonne question. En fait, si tu devrais changer ta réponse, enfin ta question. Alors tu peux un peu l'améliorer. Moi, en permanence, je réécris les questions. Je sais qu'il y a une question qui est imagine que tu arrives, tout le monde est malade pendant 3 semaines, qu'est-ce que tu fais? Les gens se disent, bah, c'est bizarre, bref, elle marche pas bien la question, je la repeaufine. Par contre, si tu as une question où les bons candidats ou les bonnes candidates répondent correctement, c'est une bonne question. Peut-être que juste tu n'as pas les bonnes personnes en face. Si tu penses que tu as quand même les bonnes personnes en face, peut-être que ta question est trop vague. Je trouve que innovant, c'est un peu vague. Tu vois, moi, j'aurais précisé, parce que la question, je répète pour le micro, c'était raconte-moi une fois où tu as été innovant en sourcing ou dans l'entretien. J'aurais plutôt dit, moi, je ne l'ai pas forcément là, mais raconte-moi la dernière chose que tu as améliorée dans ton entretien. Et je ne laisserai pas le choix entretien-sourcing. Si je veux dire sourcing, je dirai sourcing. Si je veux dire entretien, je dirai entretien. Je vais essayer de préciser la question pour que la personne au max elle puisse répondre. Et autre truc qui est hyper important que je n'ai pas dit, question comportementale, il est important d'accompagner la personne. Quand je vois que la personne a besoin d'un temps de réflexion, je raconte ma vie. Je suis là et je dis, bah, moi par exemple, voilà ce que j'aurais répondu à la question. Et donc je commence à répondre à la question, la personne se prépare, etc. Et voilà, donc la personne comme ça, elle a le temps. C'est vrai que parfois les gens ont du mal. Et après, il est normal d'approfondir. Hein. Parce que toi, ça te paraît évident, méthode star. Enfin de toi, elle ne sait pas. Donc la personne te fait une réponse incomplète. Parce que c'est quoi vraiment la méthode star? C'est je veux avoir le contexte, la situation, les actions, le résultat. Une réponse complète, c'est qu'une personne qui me donne le contexte, l'action, le résultat. Si j'ai pas un de ces trucs, je la relance. Tu vois? Et il est normal de la relancer. La question comportementale, j'en ai rarement posé une sans relancer. C'est normal que tu aies besoin de les relancer. Ça répond à ta question? Ouais. Quelqu'un d'autre? Dis-moi. Quelles sont les différentes formes possibles pour l'entretien culturel? Alors, disclaimer, avertissement. C'est le genre de question, Madame Irma. Et donc, j'ai pas la solution.
Tu vois, comme je dis, les conseilleurs sont jamais les payeurs. Ce que je te dirais d'expérience, ça vaut ce que ça vaut, c'est que déjà, il y a un truc qui est bizarre, c'est que si c'est une journée d'intégration, elle est déjà recrutée, la personne. Non, en fait, c'est une immersion. C'est une immersion, ok. Ok, intéressant. Ça dure combien de temps? C'est une journée. C'est beaucoup une journée. Moi, ma réaction, ce serait, c'est pas mal de mettre quelqu'un en immersion, et encore que, faut une culture pas trop violente. Hein. Nous, il y a des gens, on les immerge, ils sont, mais c'est quoi, c'est taré. Donc, à modérer quand même, et une journée, c'est beaucoup quand même. Pour une personne, pour demander à un candidat de s'engager une journée, je trouve que c'est beaucoup, mais sur le concept, ça m'a l'air intéressant. Mais tu sais, la vraie réponse, c'est demande à tes candidats, à tes candidates, ce qu'ils en pensent. Et à force de leur demander, bah, tu auras des retours et tu verras si c'est une bonne pratique ou pas. La question, du coup, c'est comment on arrive à écrire de bonnes questions comportementales, parce qu'il y a toujours un moment où on cale. Il y a un truc qu'on dit rarement dans la méthode de l'entretien structuré, c'est qu'en fait, il n'y a pas que des critères. Quelqu'un peut me balancer un feutre? Quelqu'un de LEDR, évidemment, quelqu'un de cette équipe, pas un participant. Allez, balance. J'ai gardé le but avant. Si je reviens, je vais revenir au slide avec le guide de questions. Là, ce que j'ai fait, sans le dire, c'est que j'ai utilisé l'étape intermédiaire de la méthode de l'entretien structuré, qui est de trouver des indicateurs. Souvent, on passe des critères aux questions brutalement. En fait, normalement, il y a un point intermédiaire, c'est un critère, c'est pas quelque chose de mesurable directement. Si tu as comme critère la température du corps humain, il faut trouver un moyen. Comment tu vas avoir un indicateur? Est-ce que tu vas toucher le front? Est-ce que tu vas, etc. Donc, il te faut un indicateur. Tous les critères n'ont pas d'indicateur. Typiquement, le charisme, c'est dur à avoir un indicateur. Et voici tous les types d'indicateurs possibles. Donc, le premier type d'indicateur possible, c'est des choses que tu observes en entretien sans avoir besoin de poser la question. Donc, tu vois, là, quand je dis la personne est intriguée, alors c'est de la valeur apprendre, toujours apprendre. Quand. Voilà. Pouah, je t'égole, mais quand même, violent se lancer. C'était un lancer de baseball. T'étais au baseball, toi. Là, c'est la valeur apprendre, toujours apprendre. Et donc, tu vois, quelqu'un qui dit je sais pas, c'est pas dans le cadre d'une question. Quelqu'un qui pose plein de questions sur ce qu'elle comprend pas, voilà. Quelqu'un qui voit les livres de la bibliothèque, pareil. Donc, tu vois, là, c'est la première catégorie d'indicateurs. C'est des indicateurs observables en entretien sans poser de questions. La deuxième catégorie d'indicateurs, c'est des récits de comportements passés. C'est le royaume des questions comportementales. Donc, hop, comportement passé. J'écris très mal. Mes profs me destinaient à un sombre avenir jusqu'au jour où on a inventé les claviers sur lesquels on pouvait écrire. Et donc, tu vois, là, je mets dans ces catégories, raconte-moi une fois où tu as changé d'avis sur un sujet. Moi, par exemple, c'est les Indiens d'Amérique. Je commence souvent en donnant un exemple. Moi, avant, je croyais que les Indiens d'Amérique, c'était les méchants. J'ai découvert que c'est l'inverse. En fait, on les a génocidés et on a dit que c'était des méchants. Quel est le livre que tu as plus... Voilà, tu vois, je pose des questions de comportement passé. Le troisième type d'indicateur, c'est des mises en situation, c'est-à-dire une déclaration. Et c'est évidemment le royaume des questions situationnelles. Donc là, typiquement, je dis ce que je vous ai dit tout à l'heure, imagine que tu dois faire une conférence sur l'archéologie, comment tu t'y prends? Donc je mets la personne en situation. Quatrième catégorie d'indicateurs, c'est la connaissance. Typiquement, si dans les critères, il peut y avoir comme critère... Pour autant, excuse-moi, la situation, c'est totalement du prototype. Ah, c'est une bonne question à laquelle j'ai répondu sur la conférence précédente. Je vais y répondre en éclair et pour le reste, je t'invite à regarder. Effectivement, les questions situationnelles sont un poil moins efficaces que les questions comportementales, mais elles sont quand même les questions les plus efficaces qu'on puisse poser. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sait quoi faire, c'est déjà pas mal. Il y a plein de gens qui ne savent même pas ce qu'ils devraient faire. Mais tu as raison, elles sont un poil moins efficaces. Pourquoi cependant, parfois, tu es obligé de passer en situationnel et pas en comportemental? Exactement. Si la personne n'a jamais fait ce que tu veux lui demander.
Le point D, c'est la connaissance. Parfois, je sais pas, sur le critère, j'ai n'importe quoi, moi, gérer son temps, est-ce que tu connais la matrice d'Eisenhower? N'importe quoi. Une question brute de connaissance. Ça peut être bien sur des métiers techniques, sur des critères que parfois il faut qu'ils connaissent, je sais pas, la méthode agile, j'apprends n'importe quoi. Là, une question de connaissance. Le point E, c'est des opinions. C'est le point le plus vague. Donc la personne dit des opinions, des trucs, pas forcément parce que tu lui as posé une question, mais des déclarations d'opinion. Typiquement, dedans j'ai mis, elle dit qu'elle aime apprendre, mais surtout, elle raconte ce qu'elle fait pour apprendre. Parce que tout le monde dit qu'il aime apprendre. Par contre, ok. Parce qu'en fait, l'apprentissage, c'est comme, ah, pouah, Nicolas Dupassé. Je le lis dans ma propre pensée. J'allais dire exactement cette phrase-là. L'apprentissage, c'est comme le sport. Tout le monde dit qu'il veut en faire. Et le dernier point, c'est le parcours. Est-ce que je peux observer dans son parcours des choses qui répondent à l'indicateur? Typiquement, si j'ai dans mes critères, il faut qu'il ait fait médecine, ça arrive, je recrute un médecin, ou une médecine, non, comment on dit? Un médecin ou une femme médecin. S'il faut que la personne ait fait médecine, bah, je vois dans son parcours, point. Ça peut être un critère, avoir fait médecine. Là-dedans, c'était un peu plus dur, mais je me suis dit, quelqu'un qui a beaucoup changé de parcours pendant ses études, c'est probablement quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, ou qui était vraiment en galère. Ou des études très abstraites, voilà, j'ai essayé de trouver un indicateur. Mais tu vois, chaque critère peut se décomposer en ces 5 catégories. Alors, il n'y aura pas toujours une réponse, tu vois, là, quand il n'y en a pas, j'ai mis non attribué. Et donc, prends ton critère et essaye de définir quels sont les indicateurs observables. Et une fois que tu as les indicateurs observables, bah là, la question est plus simple. Là, tu sais que c'est une question situationnelle, question comportementale, question de connaissance, question de déclaration. Là, tu vas regarder un CV. Là, tu vas regarder comment elle se comporte. Tu vois, ça devient plus clair quand tu as une étape intermédiaire. En espérant que ça t'aide. Autre question? Alors d'abord derrière, c'était en premier. J'ai du mal à définir comment on peut mettre en place tout ça, enfin, tout ça, structuré. Comment je pourrais le mettre en place là où je travaille. Ah, ta question, c'est si ça marcherait sur des... Parce que ta peur, ce serait que l'entretien serait moins apprécié par les candidats. Ça, t'as peur? Ouais. Ah, ok. Très bonne question. On observe qu'en fait, les candidats préfèrent ce genre d'entretien. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir été évalués sur des vraies choses, ils voient les critères. Quand tu leur fais un feedback, tu es capable de dire pourquoi tu fais ce feedback. Si jamais la personne te dit vous m'avez pas pris parce que je suis, je sais pas, une discrimination, on peut dire non, c'est pas une histoire de discrimination. Il y a eu tel principe, tel principe, tel principe, tel principe. Après, on peut en débattre, tu vois. Et même pendant, les gens déclarent, sur toutes les études qu'on voit, les gens qui passent cet entretien déclarent qu'ils ont eu l'impression d'être évalués sur des vraies choses. Contrairement à 3 défauts, 3 qualités, contrairement à, il y a une élève qui vient de recevoir un entretien, raconte-moi ton signe astrologique juste pour savoir. Contrairement à, même les questions que je posais, moi je posais des questions type, je sais pas, t'as 10 millions, tu ferais quoi? Je posais comme question à des développeurs, iOS ou Android. Enfin, j'ai posé des questions de mecs débutants et en fait, ils étaient sympas, tu vois, puis j'arrivais à tchatcher, etc. Mais en vrai, c'est quand même beaucoup plus cool d'avoir des questions où tu sens qu'il y a un vrai truc. En plus, depuis le début, on te dit pourquoi on pose des questions. Nina? Et puis aussi le fait d'envoyer les questions avant, les candidats, ils apprécient énormément. Enfin, moi souvent j'ai eu des feedbacks très positifs du fait d'avoir envoyé des questions avant. Parce qu'ils ont le temps de se préparer, ils se sentent plus en confiance. Encore hier, la candidate, quand j'ai envoyé des questions, elle m'a dit super, c'est super cool de pouvoir se préparer. Autre truc qui apprécie beaucoup les gens, c'est que comme c'est un entretien, alors je ne l'ai pas dit, alors je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, la conférence l'entretien structuré, Nina ou Jennifer vous l'enverront, mais qu'on a fait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la méthode de l'entretien structuré est aussi construite pour diminuer le stress. Parce qu'elle part du principe que le stress est un parasite dans l'évaluation. Contrairement à ce qu'on croit, ça t'aide pas, ça brouille tout le stress. Donc c'est un truc qui a été créé pour être agréable pour les candidats. Et d'expérience, ça marche vraiment. En plus, comme toi, tu passes un meilleur moment, elle passe un meilleur moment aussi. Et souvent, tu sais quoi, les gens ne se rendent même pas compte que c'est un entretien structuré. Il y a une candidate qui avait dit, alors je ne sais pas si c'est Nina ou quelqu'un d'autre, quelqu'un avait dit à Marion, ah mais tu avais des questions écrites. En plus, dans un déjeuner, elle n'avait pas dit et tout, elle a suivi les questions et la personne ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait des questions déjà écrites. Ça répond à ta question? Oui, je me demandais si vous aviez déjà pensé à l'assessment pour vos candidats. Je pense notamment au profil commerciaux. Ouais, redéfinis l'assessment pour tout le monde. L'assessment, c'est une mise en situation pour évaluer
Alors la question c'est est-ce qu'on a déjà pensé à l'assessment? Alors déjà j'ai oublié de dire que dans le process, à chaque fois, en tout cas pour les commerciaux et les commerciales, on demande un échantillon de travail. Donc on te demande de rédiger un mail de prospection. Donc c'est un tout petit truc, hein, mais ça te donne déjà une petite idée. L'assessment c'est trop lourd pour nous. Pour la taille de la boîte, c'est un concept que j'aime bien. Je trouve que quand je lis la littérature sur le sujet, ça a l'air assez fiable. À bien faire. Pas faire en mode, il y a des trucs où c'est horrible pour le candidat, mais quand c'est bien fait, ça peut être sympa, ça peut être hyper prédictif, mais nous, c'est trop lourd, c'est beaucoup trop cher pour nous en fait. Ça finit à quelle heure cette histoire? Bon, une dernière question. Est-ce que du coup, vous évaluez votre méthode de connaissance, j'imagine que c'est fait régulièrement, et est-ce que tu l'as tarifé, c'est-à-dire que tu sais aujourd'hui combien ça coûte un recrutement? Est-ce qu'on remet en question la méthode et est-ce qu'on a évalué le coût d'un recrutement? Non. On est beaucoup trop dans le rush pour calculer. Je sais combien me coûte un recrutement raté d'un commercial. C'est très facile à calculer. La dernière fois qu'on a raté un recrutement commercial, ça m'a coûté 130 000 €. Parce qu'en fait, tu as le temps de formation. En gros, un commercial chez nous, l'équation elle est très simple. C'est toujours pareil. Donc ça, je l'ai analysé, du coup. Pour répondre à la question sur la méthode, j'ai quand même pris le temps d'analyser ce qui est analysable. Je me suis rendu compte qu'il y avait une équation commerciale. Il y a 3 paramètres à l'équation commerciale. Premièrement, un commercial fait 70 cas sur un trimestre une fois qu'il est lancé à plein régime. Et il lui faut 4 mois pour être lancé à plein régime. Donc le premier trimestre, il fait grosso modo 0. Alors, en vrai, il fait 15 cas. Le premier trimestre, il fait grosso modo 0. Deuxième trimestre, il fait 70 cas, et ainsi de suite. Deuxième paramètre de l'équation commerciale, le taux d'échec du période d'essai est de 50%. Ce qui veut dire qu'il faut faire très attention et essayer d'accompagner les gens le maximum parce qu'il y a cette période où les gens ne vendent pas, c'est très frustrant. Ok, comment tu les accompagnes? Troisième chose, aucun commercial n'est jamais resté plus d'1 an chez nous. Alors, je reformule, pas vrai. Aucun commercial n'est resté commercial plus d'1 an. Typiquement, Nina était commerciale, mais elle est encore chez nous, mais elle n'est plus commerciale. Il y a un truc sur ce poste qui fait que les gens... C'est le poste de défense contre les forces du mal dans Harry Potter, pour ceux qui ont la référence. Personne ne reste plus d'1 an. Une fois que je sais ça, je suis capable de te dire qu'un recrutement que je rate, je perds les 3 mois de formation, où il a fait 0, donc je perds 70 cas. Je perds le temps de recrutement, donc la dernière fois on avait mis 1 mois et demi, donc je perds 35 cas, ça fait 105. Et après je perds la formation. Ça rajoute 70 cas. Donc en fait, ça fait même plus que ce que j'ai dit, ça fait 175. Donc on est capable d'évaluer sur les commerciaux de se dire combien coûte un recrutement raté. Sur le reste, on a plus de mal. Pas de personne qui a un truc qui est frustré. Il n'y a pas quelqu'un qui est frustré parce qu'il n'a pas pu poser une question? Non? On s'arrête là? Eh bien écoutez, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. À très vite.